Bonjour, c'est Gabriel. Et Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore un peu les coulisses de Doctolib. Oui, on s'appuie sur une enquête de 60 millions de consommateurs, parue en juin 2025, pages 28 à 30, pour être précis. L'idée, c'est de décrypter comment ce géant de la e-santé fonctionne vraiment. Exactement. Comment les médecins sont classés Mhm. et les médecines alternatives, quelle place elles ont. Sans oublier nos données perso. Allez, on plonge dedans. Première question, l'algorithme de recherche. Comment ça marche quand on cherche un docteur? Alors, l'article distingue deux cas principaux. Mhm. Si tu cherches très localement, genre avec ton adresse ou autour de moi, Oui, là, Doctolib liste d'abord les profils qui payent un abonnement, classés par proximité dans un rayon de 30 km. d'accord. Et les autres, les non-abonnés? Ils viennent après, eux aussi classés par proximité. C'est assez logique, là, pour le coup. Ok. Mais alors, si on fait une recherche plus large, disons un spécialiste dans tout un département. Ah, là, ça se complique un peu. La priorité va aux abonnés, mais ceux qui proposent la prise de rendez-vous en ligne. Ah d'accord. Ensuite, viennent les autres abonnés, ceux qui n'ont pas forcément de créneau ouvert en ligne, et tout à la fin, les non-abonnés. Et il y a ce truc de réorganisation aléatoire. Oui, c'est le point clé. Chaque heure, l'ordre de tous les résultats est remélangé de façon aléatoire. Ah, voilà pourquoi on peut avoir des listes différentes en cherchant à quelques heures d'intervalle. Exactement. Ça explique pas mal de choses sur la visibilité. Et ça nous amène à la question des abonnements. C'est vraiment le critère numéro 1 alors. Clairement, les médecins abonnés sont systématiquement mis en avant. L'article donne un exemple assez fou. Ah oui. Pour trouver un généraliste non abonné à Paris, parfois il faut aller jusqu'à la page 219 des résultats. Page 219. C'est énorme. On les trouve jamais en fait. C'est très difficile, oui. Et pourtant, leurs infos viennent de sources publiques, mais bon, la liste n'est pas forcément complète non plus. Et Doctolib propose aussi des options payantes pour la visibilité en ligne. Ça rajoute une couche. Alors, Doctolib se défend d'influencer le classement interne avec ça. Ils disent que c'est pour des raisons éthiques, déontologiques. Hmm. Cette option crée surtout une fiche Google pour le praticien. Donc ça améliore sa visibilité, oui, mais en dehors de Doctolib. D'accord. Donc sur la plateforme elle-même, l'abonnement de base reste le facteur principal. C'est ça, pour l'utilisateur final, trouver un non-abonné, ça demande beaucoup de clics. Bon, passons aux spécialités. Il y a eu un grand ménage en 2022 sur les pratiques non conventionnelles, c'est ça? Oui, tout à fait. Depuis, seuls les professionnels de santé enregistrés auprès de l'ordre ou de l'ARS, avec un numéro RPPS, peuvent être sur Doctolib. Et il vérifie. Oui, Doctolib vérifie l'identité et le droit d'exercer à l'inscription. Et si un médecin, par exemple, pratique aussi l'acupuncture ou l'homéopathie? Alors, un professionnel peut indiquer des pratiques complémentaires sur son profil, mais Doctolib modère ça selon deux critères. Lesquels? Premièrement, la légalité. Par exemple, un ostéopathe ne peut pas se dire acupuncteur, ce n'est pas dans son champ de compétences légales. Logique. Et deuxièmement, la reconnaissance par les instances professionnelles ou la déontologie. C'est comme ça qu'une sage-femme peut indiquer faire de la sophrologie ou un médecin de l'homéopathie, parce que c'est reconnu pour leur profession. Et la naturopathie alors? C'est un cas intéressant. La naturopathie n'est pas reconnue officiellement pour les professions réglementées listées sur Doctolib. Donc tu ne trouveras pas de catégorie médecin naturopathe. Mais un médecin pourrait le mentionner. Oui, il pourrait l'écrire dans la description de son profil, mais ce ne sera pas un filtre de recherche sur Doctolib. Faudra le prouver via Google, peut-être. D'accord, c'est plus clair. Abordons maintenant la gestion des données personnelles. C'est toujours un sujet sensible. Oui, alors point important, les données de santé sont hébergées chez un prestataire certifié HDS, hébergeur de données de santé. C'est une obligation légale en France et très sécurisée. Et Doctolib analyse ces données? Ils peuvent faire des analyses, oui, mais de manière pseudonymisée, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas relier les données à une personne identifiable. C'est pour améliorer le service, comprendre les flux, etc. Et on peut refuser ça. Oui, il y a une option pour désactiver cette utilisation dans les paramètres du compte, mes préférences. Ok. Et côté rendez-vous, si on rate un créneau, on peut se faire blacklister. Alors, le praticien lui-même peut décider de bloquer un patient s'il ne vient pas sans prévenir. Mhm. Et la plateforme a aussi une règle par défaut. Après 3 absences non justifiées en 12 mois chez le même praticien, la prise de rendez-vous en ligne est bloquée automatiquement pour ce patient, chez ce médecin-là. Bon à savoir. Et l'article donne une petite astuce, la fonction liste d'attente. Ah oui. Si tu t'inscris sur la liste d'attente d'un praticien, tu peux recevoir une notif si un créneau se libère plus tôt. Et apparemment, ça marche pas mal. 6 utilisateurs sur 10 recevraient une proposition. Pas mal, en effet. Bon, si on résume tout ça,
Mm. L'algorithme favorise clairement les abonnés et la dispo en ligne, avec une part d'aléatoire qui change les classements souvent. Oui, Trouver un non-abonné, c'est une mission quasi impossible parfois. Les pratiques alternatives sont filtrées selon la loi et la reconnaissance pro. c'est ça. Et pour nos données, elles sont sécurisées HDS, l'analyse est pseudonymisée, et on a quelques options pour gérer ça et les RDV manqués. Sans oublier la liste d'attente. Voilà une bonne synthèse. Et ça soulève une question, je trouve. Laquelle? Sans parler de mauvaises intentions, hein, mais par sa position dominante, par ses règles de classement, de filtrage, comment est-ce que Doctolib, finalement, ne façonne pas un peu l'accès aux soins? Comment l'architecture même du système influence nos choix, sans qu'on s'en rende compte. Exactement, juste par la façon dont l'info est présentée, triée, ça mérite réflexion. Absolument. Une question à méditer. C'est tout pour cette exploration des dessous de Doctolib. Merci de nous avoir suivis sur Confluence. Si ça vous a intéressé, pensez au like, à l'abonnement, aux commentaires. À très bientôt.